arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Shamseddine Marzouk. Ahlan wa sahlan, Sayyid Shamseddine Marzouk de la Tunisie. أهلا وسهلا بكم وأهلا بإذاعتكم. إن شاء الله نكونوا نعدوا مع بعضنا شوية باهية. إن شاء الله مرحبا بسي مرزوق Shamseddine. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Shamseddine Marzouk est pêcheur. C'est un pêcheur tunisien, natif de la ville de Zarzis, volontaire du Croissant Rouge tunisien. Première chose, pour une toute petite précision, si vous le permettez, si Shamseddine, la ville de Zarzis, c'est une ville frontalière avec la Libye ou pas, si je ne me trompe pas? Oui, c'est une ville frontalière. Je m'appelle Shamseddine Marzouk, je suis pêcheur, bénévole au Croissant Rouge, et aussi je suis, nous les pêcheurs de la frontière libyenne, on est on fait le sauvetage déjà, jusqu'à 2015, lorsque les autres ONG qui sont venus nous soutenir de sauver les Africains qui sortent de la Libye. J'étais bénévole aussi au CI, je sauvais, et je suis là. À votre disposition. Ben écoutez, c'est avec un grand plaisir et sincèrement, ça m'a touché à titre personnel parce que je parcours un petit peu le net et je regarde. Ce travail est formidable que vous faites, donc c'est plus que humain. C'est très important à le mettre en exerce vis-à-vis de cette émission. Et surtout, je m'adresse à travers cette émission à toute personne ou toute association qui est en relation, bien entendu, avec ce drame de la Méditerranée, qui est en relation avec ce drame imposé parfois à une population, et notamment africaine, et surtout dans ces côtes italiennes, avec tout ce qu'on a pu entendre à travers d'un certain nombre de discours d'un grand nombre de populistes. Mais aujourd'hui, on va leur donner une image réelle sur le parcours d'un immigré qui perd sa vie en plein Méditerranée, mais surtout, il se fait repêcher son cadavre et en même temps traiter avec dignité avec un monsieur qui est maintenant, je crois, il est à la retraite et qui a pris à son dos cette charge avec d'autres personnes qui le soutiennent. Et à travers cette émission, nous demandons à l'ensemble de notre auditoire qui est sensible à cette situation, pourquoi pas de prendre contact avec M. Shamseddine pour que ce travail puisse prendre de l'ampleur, parce que d'après les renseignements que j'ai pu avoir, il est arrivé à un certain niveau de limite, soit sur les terrains là où il doit encore enterrer des mondes, soit bien sûr les moyens, mais c'est un travail qui est fait pour rendre la dignité aux morts dans le cadre de droit du mort. De quoi il s'agit réellement, c'est Shamseddine, après cette présentation, comment ça se produit, ce repêchage des cadavres africains. Je pense la quasi-totalité, ce sont des Africains. Des subsahariens, oui. Des Africains, on dit des Africains. Toi, je suis Africain et je suis fier d'être Africain parce qu'on n'a pas l'ADN. Ce qui se passe sur la frontière libyenne, il y a des canons qui sortent de la Libye. Il y a des gens qui ont la chance d'arriver en Italie ou autre, dans l'autre côté de Méditerranée. Il y a des gens qui s'échouent, qui n'ont pas la chance. C'est nous ici qu'on donne la sépulture et la dignité pour ces gens-là, parce que le dernier costume, il n'a pas de poche. Après, si on parle aussi des choses qui se passent sur la frontière, ce événement d'embarcation qui se fait énorme de la Libye, il faut savoir qui prend la responsabilité. C'est ça qu'on cherche maintenant en 2019, depuis 2011. Parce que, par exemple, pour moi, je suis habitué de voir les cadavres, parce qu'on voit les cadavres depuis 2004, lorsque il y a l'embargo sur la Libye. Le président de la Libye, M. Gaddafi, il a dit « Je veux remplir l'Europe avec des Africains ». Là, nous les pêcheurs, on voit des cadavres. Et c'est pour cela que j'ai pris la responsabilité depuis 2011
de ne pas enterrer les gens d'une façon ou d'une autre comme d'autres pays, mais nous, les Africains, on a un respect aux morts. Aucun de nous qui peut lâcher ses proches lorsqu'ils sont morts. C'est ça notre objectif, surtout au Croissant Rouge. Et la situation en Libye, réellement, puisque vous connaissez, vous êtes à la frontière, donc vous voyez ce qui se passe, est-ce que c'est réellement un chaos politique, militaire en Libye, ou bien il y a quand même une vie, il y a un peu la paix ou pas? Vraiment, depuis des semaines, déjà, entre guillemets, hier, on a pêché un bateau vide sur les côtes. Je crois que c'est un bateau qu'on a lancé un SOS avec Alarm Phone et tous les gardes nationaux de la Tunisie ou de la Libye, qui ont récolté beaucoup de bateaux de sauvetage, mais les milices libyennes, ils font rien. La situation en Libye, vraiment, c'est l'enfer. Parce que tant que l'esclavage, la violence, on a des témoignages des gens, des Africains qui sont sauvés, qui sont chez nous, au foyer, ou chez nous à Zarzis, ou en Tunisie en général, c'est le pire. Il y a des milices qui sont sauvées parce qu'il y a la guerre. Ils ont laissé les prisons privées fermées, et là-dedans, il y a des Africains qui sont prisonniers. À Zentem, par exemple, il y a des femmes, il y a des enfants qui sont morts de la faim, de la famille. Par exemple, à côté de Tripoli, il y a beaucoup de prisons privées, je dis, entre guillemets privées, des milices, parce qu'il n'y a pas une loi en Libye. Et nous, on a travaillé ces dernières semaines avec des associations, soit le Croissant Rouge libyenne, de libérer ces gens-là et de l'emmener à la frontière tunisienne-libyenne pour qu'on prenne ces gens en charge, parce que c'est nous, les Africains. Et on va parler ensuite qui prend la responsabilité de... Ça, c'est certainement, on va essayer de revenir à ça après, mais on essaie simplement de mettre un tableau de la situation en Libye et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous avez parlé maintenant de ce qu'on appelle les prisons privées, c'est-à-dire... Les prisons privées. Des prisons, des milices, si j'ai bien compris. Depuis 2014, on entend. Parce que ça passait bien 2012-2013 en Libye. Mais 2014, c'est l'esclavage, c'est les violences, parce qu'on a beaucoup de témoignages, les gens qui sont sauvés, soit sur la frontière, soit qui sont sauvés par le garde maritime ou par les pêcheurs de Zarzis. La situation, c'est très grave. Maintenant, on a rentré dans des choses inhumaines. Lorsque on vend, tant qu'esclavage, mais maintenant, c'est le business d'organes. C'est ça le pire. Le business d'organes, si Chamsidine, s'il vous plaît, pour bien que les choses soient claires à notre auditoire. Et ce très très bien, il y a beaucoup de monde qui sont sensibles à cette situation et qui sont à l'écoute. J'aimerais bien que vous le sachiez. Donc maintenant, la question par rapport à cette histoire de don d'organes, comment ça se fait et de quelle manière, si vous en avez des témoignages par rapport à des gens qui étaient épargnés ou bien... voilà. J'avais des vidéos que je ne veux pas partager. D'accord. J'ai mes antennes en Libye. Tellement l'inhumanité qui existe en Libye, c'est incroyable. On n'a pas entendu avant. Ils prennent un cadre, 50 épaisseur 1 centimètre de métal. Ils mettent sur le tête qui va une femme ou un homme, et après le ministre, ils prennent ou le mafia de business des organes, ils tapent cette bout d'acier qui est solide avec une grande masse. Tellement la mort, elle sera cérébrale. Parce qu'on sait, je ne suis pas un médecin, je n'étais pas à l'école, mais on sait tout ce que lorsqu'on prend un organe, on en prend lorsqu'il y a la mort cérébrale. Et maintenant, les mafias en Libye, ils font peut-être ils sont des médecins ou ils savaient que le prise des organes, ça ne sera pas efficace s'il n'y a pas un mort cérébral. C'est ça le pire. Il faut qu'on bouge, tout le monde, et surtout après, j'accuse l'Europe. Je l'accuse. Surtout, on va parler de qui prend
la responsabilité de 2011 jusqu'à maintenant. Juste par rapport à ce point, s'il vous plaît, et après on parlera de ça, je vous le promets, hein, d'accord, qu'on soit clair. Mais par contre, j'aimerais bien tout simplement clarifier à notre auditoire ce trafic d'organes, hein, parce que là, on parle d'assassinat déjà avant le trafic d'organes. Donc, d'après si j'ai bien compris, on met une cage en ferraille sur la tête de la personne et on donne un coup de masse à la tête pour que la personne, selon vous, elle devient un mort cérébral et on prend une hémorragie interne. Une hémorragie interne et on prend ses organes vivants, cette personne, et on les met à la vente. La question qui se pose, est-ce que, selon vous, ou par rapport à vos sources, ce sont des Libyens ou des étrangers qui pratiquent ça? Il faut ceux qui prennent leurs organes, ce sont des Africains. C'est pas des Libyens. Non, ça c'est les victimes. Et ceux qui pratiquent ça? Qui pratiquent ça, sûrement, c'est pas sûrement, ce sont des mafias libyens, des milices libyens qui travaillent avec des Européens, des Américains, des Hollandais. Maintenant, l'organe, ça coûte. Il y a des gens qui ont des milliards, ils attendent un cœur de 300 000 dollars ou demi-milliards, parce qu'ils sont des riches. C'est ça le business que le monde, il a fermé, il a tourné le dos. Donc, il y a un trafic d'organes, un business de don d'organes qui est en train de se faire pratiquer sur des immigrés africains qui se trouvent sur le sol libyen, qui souhaitent arriver en Europe. Les milices les prennent en charge et, grosso modo, les assassinent et en même temps, ils font des prélèvements d'organes. Je crois les milices, je m'excuse, les milices libyennes, ils prennent pas beaucoup de sommes. Les trafiquants sont dehors de la Libye. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire parce que nous, tant qu'Africains en Libye, on sait il n'y a pas de cliniques, il y a des gens, hors de la Libye qui viennent donner pour les milices pour chercher des organes. D'accord, c'est plus clair. Donc c'est sur demande. Et selon vous, ce trafic, il est généralisé sur toute la Libye ou il y a une partie de la Libye qui est proche de la Tunisie ou bien c'est toute la côte libyenne? C'est le côte libyenne. Tant que le Méditerranée, on peut se déplacer très rapidement avec les organes. Vous savez, parce que tant qu'il y a le mouvement des bateaux de marchandises, les bateaux de pétrole, les bateaux militaires qu'on ne sait pas de quel pays, qui sont sur la côte libyenne, il paraît que et c'est mon opinion, et je suis responsable, que le monde européen ou l'américain ou hors de l'Afrique, c'est eux qui font le grand business, et c'est eux qui peuvent, parce qu'il n'y a pas un État libyen, tu peux entrer librement, oui. Librement, je le dis. Je prends mes responsabilités. Non, je comprends. De toute façon, tout le monde le sait, comme quoi il n'y a plus d'État libyen, il y a des milices, il y a ce qu'on appelle la traite négrière. Selon vous, ça existe encore qu'on vend des gens pour autant qu'esclaves? D'après nos témoignages qui sont chez nous, soit femmes, soit enfants, soit hommes en Tunisie, au sud, au foyer, vraiment le témoignage c'est très fort. Tellement le vent d'êtres humains c'est existant, et l'esclavage. Par exemple, l'esclavage, je dis sexuel ou de faire. On a une femme qui était violée de 19 personnes. Par exemple, on a un témoignage, une musulmane qui était enterrée chez nous ici dans une cimetière musulman. Il y a un sauvetage entre le militaire tunisien et le militaire italien. Le militaire tunisien, il a pris la sœur Rachida et Najwa et le fils de 5 ans. Et les Italiens, ils ont pris le fils de 2 ans. Najwa, elle a resté 8 jours en coma. Elle est morte. On l'a emmenée de Sfax jusqu'à Zarzis pour l'enterrer, et avec sa sœur Rachida pour qu'elle fait le deuil avec l'enfant. Rachida, elle m'a dit, Najwa, elle était violée d'une façon, elle a dit, je suis musulmane. Aux milices libyennes, ils sont musulmans aussi. Bien sûr. On ne rentre pas sur les religions.
Elle a montré comment elle lit le Coran, tatati, tatata. Ils ont obligé Najwa d'être violée. Ils ont brûlé le fils de 5 ans avec de l'eau chaude. Les violences, il y a les ventes des esclavages. Comment tu viens dans un prison, tu veux 3 ouvriers. Ils te donnent 3 ouvriers pour travailler 6-7 mois pour qu'ils reçoivent sa ticket dans les bateaux de mort. D'accord. Donc c'est une histoire de contrepartie pour traverser la Méditerranée. C'est ça. C'est l'esclavage. Et la quasi-totalité, ce sont des Africains du Sud. Et y a-t-il des Maghrébins, d'après vous? Oui, sûrement. Parce que, comme vous le savez, il y a un grand nombre de Marocains qui ont travaillé en Libye. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de quelques cas de Marocains qui ont subi des pratiques pareilles, j'ose dire? Il y avait, et je le dis, il y avait des Tunisiens, des Algériens, des Marocains qui sont maltraités. Il y a des gens, il y a des disparus jusqu'à maintenant, on ne sait pas où ils sont, en Libye, sur le territoire libyen, c'est pas sur le territoire italien, parce qu'ils ont parlé avec leur famille de la Libye, et maintenant ils sont disparus. Où ils sont, parce que le business d'organes, et je crois que c'est un peu sensible. Tant qu'on voit le dernier semaine, les gens il y avait des gens qui ont été victimes en Italie et qui sont disparus, mais ils ont leur organe qui est donné. Il y a un certain, c'est un phénomène très sensible, et c'est pour cela l'Europe, surtout l'Union européenne, les lois migratoires, il ne veut pas toucher au problème en Libye, parce que eux-mêmes ils sont accusés de ce qui se passe maintenant en Libye. Justement, ça va être la deuxième partie de notre discussion par rapport à cette situation chaotique, en Libye. Il me reste un dernier point et après on passera à votre avis, autant que citoyen tunisien qui vit à la frontière avec la Libye, qui voit beaucoup de choses autant que témoin. Ça vous arrive parfois, d'après ce que j'ai pu voir, comme quoi vous arrivez à voir des corps mutilés, la moitié d'un corps, peut-être sans tête, peut-être sans pieds ou mains, ou autre, que la mer balance aux côtes tunisiennes. Donc ce sont des scènes vraiment horribles. Comment vous procédez par rapport à leur toilette et aussi à leur enterrement? Ça, vraiment, la question elle est vraiment très très ciblée, parce que le bénévole avec les morts, avec les vivants, ou de sauver, c'est pas avec les morts. Si vous n'avez pas une initiative, un cœur, que vous voulez aider ces gens-là et d'être leur famille, tu ne peux pas le faire, parce que un corps décomposé, demi-femme, demi-homme, sans tête, sans bras, un enfant décomposé, ce sont des cauchemars que j'ai, mais j'arrive, il n'y a pas de prophètes, mais il y a des missionnaires. Peut-être Dieu, il m'a donné une mission, il m'a donné aussi le passion, le courage de laver et d'enterrer dignement, parce que je ne suis pas un héros, parce que nous tous, en Zarzis, la mairie, les gardes maritimes, eux, ils sont payés, mais moi je suis bénévole, et j'ai quelque chose là-dedans, dans mon cœur, que je serai là pour eux. Le dernier costume, on dit, il n'a pas de poche. Bien entendu. Il ne faut pas compliquer les choses. Ils n'ont pas de famille, c'est nous, vous, tout le monde africain, qui tend la main, qu'on soit leur famille, parce que l'enterrement, c'est l'État, tout le monde, mais après l'enterrement, c'est à mes propres moyens que je fais les fleurs, tout ce que je fais, ça fait 10 ans, c'est ma cimetière, et je suis fier d'être là, et je ne vais pas lâcher, même, je ne vois pas les religions, il y a des chrétiens là-dedans, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des neutrales, mais le respect d'être humain et le respect d'un corps. Chacun de nous, il a le droit de bien vivre, il a le droit d'être bien enterré aussi. Il faut pas. Si je trouve une blonde ou un homme avec les yeux bleus, ça va exploser. Il y a des hélicoptères, le cercueil, l'ADN, tout le monde il va en parler. Mais pour nous, les Africains, on est, comme on dit en arabe, kilkrouma, mettekla ou mazmouma. Prenons notre bien,
mais ils nous laissent au minimum. Il faut que tout le monde vienne et soutenir ces gens-là parce qu'ils ont besoin de nous. Exactement. Et ce cimetière, donc, pour bien préciser à notre auditoire, donc, il se trouve à quelle ville exactement? Et en même temps, à ce jour, il y a combien de morts qui sont enterrés dans ce cimetière? Ce cimetière appartient à la mairie de Zarzis. C'est un ancien décharge. Lorsqu'on a la révolution, on a nettoyé un partiel pour enterrer. Il y a presque 400 personnes dans 2 niveaux. Elle est bien. Tu dis pas c'est un ancien décharge. Maintenant, surtout les arbres, ils sont montés, les fleurs. Dans ce cimetière existe exactement à 74 kilomètres de la frontière libyenne. D'accord. Comme ça, c'est pour expliquer à notre auditoire là où se situe ce cimetière, cimetière dédié à ces immigrés africains qui tentent à arriver en Europe, ceux qui se font rejeter par la mer. Il y a d'autres qui peut-être ailleurs, ou bien qui sont déjà dévorés par des animaux marins. Mais ma dernière question, si vous le permettez, c'est Shamsuddin, c'est ce que vous m'avez dit depuis le jour où on a commencé à discuter de cette affaire. Vous n'arrivez pas, en tant que citoyen africain, citoyen tunisien, qui a son opinion, et là on va parler de l'opinion, mesdames et messieurs, d'un citoyen tout court, un citoyen africain qui va donner son opinion par rapport à ce qui est en train de se passer, situation avant et situation après, et qu'est-ce qui se passe par rapport à l'avenir et surtout le destin commun de l'ensemble de ces Africains dans un monde qui ne pardonne pas. À vous la parole, Monsieur Shamsuddin Marzouk, par rapport à votre avis, qu'on soit clair, c'est un avis d'un citoyen, ce n'est pas un politologue, ce n'est pas un géopolitologue, c'est un citoyen qui a son opinion par rapport à ce qui s'est passé en Libye, mais aussi dans d'autres pays arabes. Pour commencer, vraiment, c'est une opinion. Je ne suis pas un politicien ou politique comme vous dites. Je suis un humain, je suis un militant humain, je suis un pêcheur, ainsi bénévole au Croissant Rouge. Je suis un Africain. Ce que je vois en 2011, tant que l'Europe mène dans les affaires des Africains, pourquoi, monsieur, comme on l'appelle, le Sarkozy, il demande le NATO, l'Amérique, le Belgique, je ne sais pas quoi, pour rentrer et tuer Gaddafi. C'est ça le problème que tout le monde... Pourquoi, lorsque j'étais au Parlement, on a ouvert... Mais aucun qui peut parler sur ce sujet, parce que la France, elle est inclue de cette... c'est pas la France, le peuple français, non. Je parle Sarkozy, il faut l'accuser, il faut le mettre en prison, parce que lui qui a fait cette vague d'immigration. Les 60% qui sont des Africains qui sont maintenant, après 2011, qui sont sur l'Europe ou quelque part, ils étaient bien en Libye. Ils vivaient bien. Parce que chaque président, il a des fautes, il y a des biens. Gaddafi, il a soutenu les subsahariens et les Africains. Si tu demandes, avant 2011, à un Africain, si tu veux l'Europe ou la Libye, il te dit non, je vais en Libye. Parce que le 1 dinar libyen, ça coûte 3,5 $. Et on était bien. Même moi, j'ai travaillé en Libye. Après 2011, on n'a rien. Parce que l'Europe, vraiment, si l'Europe, entre parenthèses, ou le monde corrupteur qui vole nos biens, notre richesse, l'uranium, le diamant, l'or, le pétrole, l'eau, tout ce qu'on a, l'Europe, de quoi elle est construite? De nos grands-pères. Elle est construite. L'Europe, elle nous vole avec nos dirigeants africains. Si ils nous rendent notre bien et notre richesse, si eux qui vont venir avec des gonflables, si eux qui vont venir avec des visas, pourquoi vous disiez il y a la liberté de circulation? La liberté de circulation, elle est pour les riches, les dirigeants. Je l'appelle maintenant la circulation de liberté, c'est pas de l'homme, la liberté de circulation d'argent. Et nous, les pauvres, si tu demandes 1000 fois la visa, tu peux pas le recevoir. C'est ça la faute de l'Europe. Même cet été-là, je vais dire, de l'Afrique, on va tout
partir en Europe pour chercher nos biens. Ils ne vont pas nous empêcher de partir. Il y a des dégâts qui vont mourir, ok, qui vont échouer. Mais notre bien, au lieu de protéger les frontières, protéger les malheureux et les Africains, que l'Europe triche et... Monsieur Chemseddine, vous avez dit quelque chose de très fort. Vous avez parlé de l'Europe, je vous ai laissé parler, mais en même temps, vous avez parlé des dirigeants de ces pays africains qui sont complices. Pourquoi vous dites ça? Et quels sont vos motifs pour dire que quoi les dirigeants africains sont complices dans cette situation? C'est normal. C'est normal. Comment l'Europe, elle nous vole? Avec nos dirigeants. Moi, je ne suis pas un philosophe, mais il y a des tableaux qui sont faits, ça fait 3 siècles ou 4 siècles. Il y a la chasse à l'homme. Un guerrier sur un cheval, les chiens au-dessus qui suivent le cheval, les guerriers avec les armes. Moi, j'ai expliqué ce tableau. L'Europe ou le monde qui est sur le cheval, les chiens et les armes, c'est nos dirigeants qui nous tuent. Ils nous donnent nos biens, ce sont des corrupteurs. Si nos dirigeants prennent notre richesse, laissent ici, on sera plus mieux et c'est eux qui vont venir ici. Notre dirigeants, ils sont complices aussi avec les dirigeants européens qui nous tuent sur le Méditerranée, qui nous tuent sur le Sahara, sur tous les Saharas d'Afrique, les gens qui traversent de Guinée ou de Centrale Afrique, qui viennent en Libye pour prendre les bateaux de mort. C'est eux qui sont accusés, les dirigeants africains et les dirigeants européens. C'est eux, je ne parle pas de peuple africain ou de peuple européen. Peut-être maintenant, les gens qui vont m'entendre, on va faire un mouvement de l'Europe et de l'Afrique pour punir ces dirigeants, soit européens, soit africains. Et entendu, donc vous avez parlé d'un message très fort, il faut dire les choses telles qu'elles sont, donc par rapport à la situation en Libye et selon vous, les responsables européens, mais aussi les responsables africains par rapport à ce qui est en train de se passer. La Libye, la Tunisie, c'est le premier pays où ça a commencé l'événement célèbre, le printemps arabe. Et il y avait un président qui s'appelle Ben Ali, je crois, qui a été chassé, qui est parti ailleurs, mais depuis ce jour-là, selon vous, en tant que Tunisien, est-ce que les choses ont changé ou pas? Vraiment, c'est une belle question. C'est le même dirigeant que Ben Ali et comme toute l'Afrique. C'est rien que changé. Il y a quelque chose qui a changé. Oui. Que les Tunisiens ne peuvent plus vivre parce que tout était très cher. On n'a rien. Ils ont donné parce que ils ont donné l'espoir pour les jeunes de 2011, mais on a perdu tous les jeunes parce qu'ils n'ont pas la confiance à leurs dirigeants. Tant qu'ils se battent dans le Parlement, chacun tire à sa côté. Tant que le seul pays du monde qu'on a 218 partis, tant que dans des pays grands, il y a 2-3 partis. Vraiment, pour mon opinion, et vous pouvez venir et témoigner les jeunes, surtout les familles, on ne peut plus vivre parce que si un employé normal, on dit du jour, il reçoit 30 dinars. D'accord. Et le kilo de viande, 25 dinars. Ce père de famille, qu'est-ce qu'il va acheter? Un 100 grammes de viande, qu'est-ce qu'il va acheter avec les 30 dinars? C'est ça qui a obligé maintenant, il y a des jeunes qui ont honte de demander l'argent pour un café de leur famille. Ils vont quitter. Et la Tunisie, elle va perdre. Vraiment, ça, c'est touchant. Tout le jeune. Et on est sondé l'année de 2018, surtout pour les intellectuels. On était sondé la première pays que les intellectuels qui sont partis ailleurs. D'accord. Donc, il y a une fuite de cerveau, d'après ce que vous êtes en train de me confirmer, par rapport à la situation actuelle en Tunisie, mais c'est que soyez sûr et certain, il y a d'autres pays aussi qui vivent ce drame, la fuite des cerveaux, et c'est tout à fait normal, c'est humain quand une personne arrive à un certain niveau d'études et qui ne trouve pas de travail, il faut qu'il sauve sa famille et lui-même se fait sauver parce que sinon c'est une peine perdue et en même temps c'est un drame après. Et surtout de 2011, lorsqu'on a eu
la révolution, comme tu l'as dit, le printemps. On n'a pas de printemps, on n'a pas un saison. 6 saisons de 2011, les corrupteurs. On a à Ixtan, dans l'histoire de Ben Ali, il y avait 5 voleurs. C'est les beaux-frères. Mais maintenant, on a des milliers de corrupteurs. Maintenant, on a Ali Baba et les 40 voleurs. Parce que si les dirigeants tunisiens, ils vont pas cibler les problèmes des jeunes, et surtout des intellectuels, même pour les jeunes qui, on va perdre, comme toute l'Afrique, notre jeunesse, et la plupart qui vont être échoués et morts dans le Méditerranée. Ça, c'est touchant. Mais il faut en parler parce que chose que nous sommes en train de faire, chose que nous sommes en train de faire, c'est Samjedine, je crois, vous l'avez bien constaté depuis le jour où j'ai pris contact avec vous. L'objectif de faire parler de ce qui est en train de se passer sur ces côtes libyennes, tunisiennes, mais aussi sur toute l'Afrique, par rapport à ce drame humanitaire qui a des répercussions, bien entendu, sur l'autre côté de la rive, de la Méditerranée. Tout le monde en parle ici, il ne faut pas l'oublier. Et je le redis encore une deuxième fois, j'invite à l'ensemble des associations qui œuvrent, et Dieu sait sont nombreux qui œuvrent par rapport à ces réfugiés, et par rapport à ces immigrés qui prennent le large pour vivre mieux ailleurs. Pourquoi pas de tendre la main à ce monsieur, à son travail qui est un travail humanitaire. Est-ce que vous permettez, ou bien si vous voulez bien, vous avez un numéro de téléphone ou si vous avez une adresse mail à adresser à notre auditoire pour qu'il prenne contact directement avec vous, éventuellement pour une aide, ou bien pourquoi pas de voir votre expérience, de la dupliquer ailleurs? Oui, au cas, je veux dire quelque chose en finale. Tant qu'Africain, moi, de ma part, je respecte le désir et ces gens-là, pourquoi ils sont sauvés de chez eux? Chacun de nous, il ne veut pas sauver de chez eux tant que nos dirigeants, ils sont nuls. Ils cherchent une autre vie meilleure. Moi, lorsque j'enterre quelqu'un, je sens quelque chose. C'est ça le respect de leur désir. Je respecte leur rêve. Chose du de rêve. Ouais. Il ne faut pas dire le contraire parce qu'on est mort chez nous à cause de ces lois immigratoires. En final, vous avez mon mon email et mon numéro. Est-ce que vous l'acceptez que je le dis à l'antenne? Oui, tu peux le dire. Aucun problème. Moi, je ne suis pas une association. Alors, donc. Je ne suis pas une association. Je suis pas. Je suis. C'est un bénévole. C'est un bénévole tout court, voilà. Je suis un humain pour aider ces gens-là et c'est tout. J'avais 10 ans que je fais ça. Alors, il s'agit de M. Shamseddine Marzoug. Ok, son adresse mail est la suivante: medchamsm@gmail.com. Je répète: medchamsm@gmail.com. Et son portable est le suivant. C'est en Tunisie, donc 00216 54 58 15 70. Je répète: 00216 54 58 15 70. Ça, c'est le portable de M. Samjedine Marzoug, un monsieur, un pêcheur, tout simplement, qui est natif de la ville de Zarzis, qui est volontaire de Croissant Rouge tunisien et qui fait un travail formidable de rendre la dignité à ces morts africains en Méditerranée. Si Samjedine, si vous avez un dernier mot à transmettre à l'ensemble de notre territoire, c'est à vous de la parole. Oui, moi, j'ai une amie de Genève, elle a un proverbe vraiment, il m'a touché, elle m'a dit: l'argent, c'est une énergie qui doit être circulée. Déjà une. Deuxièmement, je remercie tous les gens qui m'entendent. Soyez bienvenus à Zarzis. Les soutiens, c'est pas les soutiens d'argent, même le soutien moral, même si quelqu'un qui vient chez nous comme touriste et qui peut venir nettoyer ou nous aider à soutenir ou arroser les fleurs. Notre objectif, c'est l'humain vis-à-vis un humain. On ne cherche pas à comprendre les religions ou la couleur de peau.
nous, le monde est pour tout le monde. Nous, on est fiers d'être... On peut faire un autre monde plus meilleur que ça si nous dirigeants ou les dirigeants de l'autre côté de Méditerranée, ils nous laissent au paix et de s'aimer et de faire un avenir meilleur que ces guerres qu'on entend dans tout le monde. Merci pour vous, merci pour m'écouter. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et moi aussi. Ouais. À vous aussi, merci à vous, monsieur. Vraiment, c'est touchant. Ravi de vous connaître. بارك الله فيك. شكرا أخي. رمضان كريم إن شاء الله عليك وعلى الشعب التونسي بإذن الله. آمين يا رب العالمين. مع السلامة أخي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة أخوي. السلام عليكم. السلام. Arc-en-ciel.